Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau dans le podcast Mangeur de livres, le podcast qui se délecte de la consommation abusive de livres en tout genre et qui se fait une joie de partager avec vous les résultats de ces lectures. Alors, êtes-vous prêts ce soir pour un nouvel épisode? J'espère. J'espère que vous avez envie de m'entendre un petit peu vous parler à nouveau de livres fantastiques. Alors ce soir, je vais vous parler d'un livre que j'avais envie de lire depuis facilement 15 ou 20 ans. Ça paraît ouf, hein. En fait, comme d'hab. Alors je sais pas, pour vous qui m'écoutez, hein, on a tous, vous savez, les fameuses piles à lire, hein. Mais moi je crois que c'est des murs à lire. Il y a des collections des livres que je vois passer devant moi depuis des années, à chaque fois je me dis ouais ouais. Et celui-là en fait c'est typiquement ce genre de bouquin. Alors, trêve de suspense, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle La Flamme Noire, et plus particulièrement de son auteur, Stanley G. Weinbaum, qui fait figure un peu de comète dans le monde de la SF anglo-saxonne. Parce que malheureusement, c'est un auteur qui, comme on dit, est mort prématurément à l'âge de 33 ans. Apparemment, il a eu un cancer fulgurant. Et c'est une des premières générations d'auteurs de SF. Comme je vous dis souvent, moi, c'est ma génération préférée dans l'histoire de la SF. Il est né en 1902, il est mort en 1935. Et en France, on connaît que, à part ce livre, là, La Flamme Noire, on connaît qu'une nouvelle de lui qui s'appelle L'Odyssée martienne, mais qui, à l'époque où il l'a fait paraître, lui, dans Wonder Story, vous savez, un des fameux pulps, et même à l'époque ensuite où elle a été éditée en France, en fait, c'est ce qui l'a rendu célèbre parce que c'était une des premières nouvelles qui mettait face à face un martien et un humain, mais vraiment en prenant en compte le fait que on pouvait avoir vraiment deux modèles de pensée tellement différents, justement, comme disent les Américains, vraiment aliens, étrangères, et que même si on était intelligents tous les deux, on ne pouvait pas se comprendre. Et comme il le disait lui-même, le martien est capable de penser, il est capable de penser aussi bien qu'un être humain, peut-être mieux qu'un être humain, mais de manière tellement différente que, en fait, il n'y a aucune communication possible. Asimov, il pensait que c'était une des trois nouvelles qui avaient changé l'histoire de la SF. Et c'est vrai que moi je l'avais lu dans une des nombreuses anthologies en France où elle a été éditée, parce que, comme je vous dis, c'est une des nouvelles les plus célèbres de l'histoire de la SF, donc vous la trouverez facilement, soit dans les recueils j'ai lu du type meilleur récit justement de Wonder Stories, etc., soit comme je vous ai parlé souvent de Jack Sadoul justement, qui était le directeur de collection là, de J'ai lu, et qui était un des trois plus grands directeurs de collection dans le monde de la science-fiction. Il avait fait paraître justement des anthologies pour chaque titre de Pulps, dont Wonder Stories. Donc moi je pense que j'avais dû lire là, la première fois. Et sinon il y avait un coffret libretto, vous savez, la collection qui, maintenant ça doit être 2 euros, où ils sortent les grands classiques à chaque fois à prix réduit. Et il y avait un coffret qui était histoire de science-fiction, je crois que de 1912 à 2002. Et à chaque fois il y avait une petite préface pour chaque texte de, de Jacques Sadoul justement. Et il expliquait qui était Stanley T. Weinbaum. Donc, moi je connaissais cet auteur pour cette fameuse nouvelle. Et bon, elle m'avait plu, hein, et souvent justement en lisant des anthologies ou en lisant des essais sur la SF, son nom me revenait souvent. Et moi, dans la fameuse collection dont je vous parle tellement souvent dans ce podcast, la collection Albin Michel de poche, là, qui est argentée, là, qui brille, et bien en fait, moi cette collection, ça fait des années que petit à petit en chinant, je pense qu'à un moment donné je devais peut-être l'avoir dans son ensemble, mais au fur et à mesure justement, quand je lis certains des poches de la collection, bah, je décide si ils valent le coup de les garder ou pas. Et donc La Flamme Noire, je le voyais tout le temps. Et comme c'était un auteur que je connaissais, je me disais bah oui, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Et puis en fait, je l'avais jamais lu. Et là, je me suis même rendu compte que c'était le numéro 1, cette collection. C'est le premier. La Flamme Noire, Stanley G. Weinbaum, numéro 1, paru en 1972. Donc ça ne rajeunit pas.
Et donc ce Wenbaum là, c'est un mec qui était qui était né dans le Kentucky et qui est parti à la fac dans le Wisconsin. Et le truc c'est que à la fac, il était coturne avec Charles Lindbergh, vous savez, le fameux aviateur. Et il avait fondé un club qui s'appelait les Milwaukee Fictioneers. Et dedans, il y avait qui? Il y avait Robert Bloch, l'espèce de disciple de Lovecraft là, qui a été ensuite super connu dans le monde justement un peu de l'horreur. Et peut-être que je parlerai de lui un jour dans un podcast parce que c'est un bon écrivain. Et il y avait même Ray Palmer. Alors pas Ray Palmer qui est devenu ensuite The Atom dans les comics d'ici. Ray Palmer qui devient le rédacteur en chef d'un autre pulp qui s'appelle Amazing Stories. Et en fait, la particularité de la bibliographie de cet auteur, c'est que, comme je vous le disais, il est mort en 1935. Et à l'époque, il avait donc fait paraître, parce que c'est 18 mois après l'apparition de sa première nouvelle, Odyssée martienne. Et on ne savait pas qu'il avait écrit en fait plusieurs romans, même de la non-fiction et de la fiction autre que de la science-fiction. Mais sa veuve, dans les années 50, elle a découvert un coffre où il y avait plein de manuscrits en réalité dont on ne soupçonnait pas l'existence, et elle l'a donné à une fac, alors c'était la fac d'où la fac de Philadelphie, je crois, et donc pour qui s'en occupe. Et si vous tapez le nom de Wenbaum sur Wikipédia, vous verrez une photo, et c'est une photo qui était dans ce fameux coffre, donc heureusement qu'ils ont retrouvé, sinon on ne saurait même pas à quoi il ressemble. Donc tout ça pour vous dire que ensuite on s'est rendu compte qu'il avait écrit autre chose. Et, de toute façon en France, nous on n'a que l'Odyssée martienne, dont je vous ai dit toutes ces anthologies là. Il y a un autre truc qui s'appelle. C'est un truc avec Adam. Le premier Adam. Alors là, j'ai un trou. Le nouvel Adam. Le nouvel Adam. Et donc la flamme noire. Alors, maintenant que je vous ai un peu brossé le tableau vite fait de Wenbaum, autant vous parler du livre, hein, que j'ai mis 15 ans à lire, ou 20 ans à lire. Bon, en fait, comme je vous le dis souvent, c'est typiquement le genre de livre de justement cette génération d'auteurs là que j'affectionne particulièrement là. Il est né au début du siècle. Comme je vous en ai parlé plein de fois dans le podcast, hein, les Hamilton, les Brackett, les Williamson, les E. Doc Smith, les Flo Anderson. En tout cas, c'est du pur sense of wonder. Et bien que lui, il se targue pour son époque d'avoir un background scientifique en gros, et parce qu'apparemment justement dans les bouquins qu'on a trouvés dans le coffre là, il y a une série de bouquins qui se passent dans un système solaire dans son invention. Et tous les biographes ou les critiques qui ont étudié son œuvre, ils disent que pour un mec des années 30, c'est quand même quelque chose qui se tient un peu scientifiquement. Moi, je peux pas en juger vu que c'est des trucs que je savais même pas qu'ils existaient, qui n'ont jamais été édités en France. Mais en ce qui concerne la flamme noire, on voit qu'il essaye de donner un fond scientifique à son histoire, mais sincèrement, comme pour tous les bouquins de cette époque, il faut pas trop faire attention à ça. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est l'aventure ensuite qui va en découler. Donc, c'est quoi la femme noire? Ah, et aussi, avant de parler du texte en lui-même, l'édition qu'on a en France là d'Albin Michel, en fait, il y a deux parties. Il y a l'aube de la flamme noire et il y a ensuite, alors je vais vous dire ça tout de suite, comme j'essaye d'être un peu sérieux, j'ai le bouquin sous les yeux. Il y a l'aube et il y a la flamme, la deuxième partie. Et la première partie est moins importante enfin moins importante, je veux dire, au point de vue volume, moins grande en gros que la deuxième. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, pareil, avec cette histoire de coffre là posthume, lui en fait quand la flamme noire est parue dans un pulp, il n'y avait que la deuxième partie qui avait été éditée. Et parce que personne ne savait qu'il y avait une version longue en gros. Et nous, on a l'avantage d'avoir les deux parties réunies en une seule. Alors c'est vrai qu'une fois qu'on sait ça, on voit un peu l'espèce de hiatus qui est entre les deux parties, mais c'est pas gênant quand on lit. Et donc maintenant je vais vous parler du livre en lui-même. Les fameuses aventures de
La flamme noire. C'est quoi la flamme noire d'après vous? C'est quoi? Alors, c'est un roman post-apocalyptique. Ça se passe genre 300 ans après que le monde est sombré dans la guerre atomique et son cortège de maladies et de barbarie qui s'étale sur plusieurs décennies, voire siècles. Mais en gros, 300 ans après, même 200 ans après cette presque annihilation du genre humain, bah, les, les communautés reprennent un peu du poil de la bête et on est dans une Amérique qui essaye de redevenir civilisée, on va dire. Il y a quelques communautés. À côté des ruines des grandes villes, il y a des petites villes qui essayent de s'accrocher au flanc justement des anciens buildings, mais ils ont peur de rentrer dedans parce qu'ils ont peur que ça s'effondre. Et par exemple, il y a la ville de Saint-Louis qui s'appelle maintenant Saint-Louis, qui a eu un des plus grands centres apparemment de l'Amérique de l'époque. Mais c'est pas ça qui est important. L'important c'est que à la Nouvelle-Orléans, genre 100 ans à peu près avant que l'histoire débute, il y a un homme qui s'appelait Tom Holland, John Holland. Tom Holland c'est Spider-Man. John Holland ou peut-être même Tom Holland, c'est pas important. En fait, il a fait l'effort quand il a trouvé la bibliothèque de la Nouvelle-Orléans. Alors, les gens ils savent pas parce qu'ils sont dans les brumes de l'histoire. Ils savent pas s'il a réappris à lire tout seul parce que c'était perdu comme science, la science de la lecture, ou si dans sa famille on avait réussi à garder la flamme de la lecture. Hein. Ça tombe bien pour des mangeurs de livres. Et que donc il avait décidé à lui tout seul de retrouver la science perdue de l'humanité. Quand ça s'est su, d'autres gens sont venus et il y a eu l'académie. Alors vous savez, l'académie c'est une référence à l'Antiquité grecque. Et au bout d'un moment, il y a deux autres personnages qui sont arrivés qui, en s'associant à lui, étaient un peu des génies de leur temps et ont réussi à retrouver déjà l'électricité. Donc c'était la première ville 300 ans après la chute de l'humanité à s'éliminer à nouveau et on appelait ça la nouvelle renaissance. Et après, donc le troisième mec important, c'est celui qui a même redécouvert l'énergie atomique. Sur ces entrefaits, justement, comme cette Nouvelle-Orléans et cette nouvelle renaissance attirent des milliers de personnes, il y a des gens qui arrivent de ce qui était autrefois le Mexique, un homme qui s'appelle Martin Serre, un autre qui s'appelle Joaquin Smith, et sa sœur, Margaret, qu'on appellera plus tard Margot la Noire, et qui deviendra la Flamme Noire. Et donc Martin Serre, lui, quand il commence à se plonger dans les livres d'autrefois, lui aussi c'est un petit génie. Ce qui l'intéresse au début c'est la médecine, la physiologie, et puis comme l'énergie atomique a été réinventée, il s'intéresse aux radiations, et donc il découvre ce que Wimbaum appelle des radiations dures, qui confèrent l'immortalité à ceux qui subissent ces radiations. Donc ni une ni deux, il devient immortel. Joachim et sa sœur, comme c'est ses potes, il les rend immortels et ils font tous le serment de n'accorder l'immortalité qu'aux gens qui seront dignes de cette dernière. Donc le temps passe. Joachim, lui, c'est pas un scientifique attiré par les sciences dures, c'est plus les sciences sociales. Et pourquoi? La sociologie, etc. Parce que lui, il a l'ambition de devenir un nouveau Jules César, un nouveau Napoléon. Il veut réunifier le monde entier, pas seulement les États-Unis, en un seul empire et tirer l'humanité à nouveau vers les sommets et faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de guerre et de catastrophes comme c'est arrivé 300 ans avant et faire en sorte que l'humanité ne s'auto-détruise plus, quoi. Et donc la troisième du trio c'est Margaret, Margot la Noire, qui elle aussi est d'une intelligence fabuleuse, mais en plus qui est une beauté fatale et qui saura faire tourner la tête de tous les ennemis potentiels de son frère. Le truc c'est que donc ils entreprennent la conquête tout doucement de ce qui fut autrefois les États-Unis. Et dans la première partie, en gros, il y a un jeune montagnard des monts Ozarks qui descend sans vraiment savoir ce qui se passe vraiment et qui se trouve confronté à la première révolte auquel ce trio va devoir faire face. Et donc il tombe amoureux de la Flamme Noire qui le manipule. Et en fait, cette Margot la Noire là,
elle se dit qu'elle trouvera jamais un homme à sa mesure. À chaque fois, justement, dans les rebelles ou dans les scientifiques qui viennent, qui veulent adhérer au projet politique de son frère, elle se dit que peut-être elle va trouver un homme à sa mesure, mais elle n'en trouve pas. Même le fameux Martin Serre, là, pour elle, c'est qu'un vieux rat de laboratoire qui lui casse les pieds. Elle est pleine de vitalité, elle a l'esprit vif, elle cherche un, des anciens, comme elle dit, parce que comme elle a lu, elle aussi, tous les livres qui lui sont tombés sous la main, elle a lu les grandes épopées, justement des grands conquérants d'autrefois, elle a lu euh, ce, que, ce que la littérature classique a fait de mieux, et donc elle a un idéal dans, dans son esprit, et elle désespère de trouver quelqu'un à sa mesure. Alors dit comme ça, peut-être que ça paraît pas trop intéressant, et ce n'est que la première partie. En fait, la deuxième partie, ça se passe 500 ans après, et il y a un homme de notre temps, en fait, qui se retrouve projeté à cette époque, et que peut-être lui... Alors, à l'époque où il arrive, le, la conquête mondiale est faite, on est arrivé à un stade de civilisation jamais atteint, et malheureusement, il y a quand même encore des foyers de résistance. Et donc on ne sait pas si lui il va faire partie de la résistance ou s'il va adhérer au projet, et quelle relation il va avoir avec cette fameuse flamme noire que tout le monde pense être vénéneuse. Alors je sais que la première critique que des contemporains qui lieraient cette histoire ferait, ou même ne serait-ce qu'en écoutant le résumé, le pauvre résumé que je fais là, c'est que bah, déjà c'est une histoire bateau, naïve, tout ce que vous voulez, et qu'en plus encore une fois, le personnage féminin, c'est pas un personnage fort, c'est juste une belle femme, un faire-valoir. Et en fait, non. Comme dans la plupart de ces romans dont je vous parle souvent, déjà Margot, là, c'est pas la seule personnage féminin, et c'est pas un faire-valoir, et c'est pas un personnage faible, et c'est un personnage à part entière. Et moi, c'est ce qui m'a toujours plu dans ces bouquins du Sense of Wonder des années 20, 30 et même 40. C'est que si vous prenez déjà Toris avec John Carter, bah, c'est le meilleur personnage féminin de tous les temps. Si vous prenez les personnages de Lee Brackett par exemple, bah, vous verrez que c'est pas des demoiselles en détresse. Et là, Margot, là, moi, m'a retourné. Comme d'habitude. Et aussi, ce qui est fort, avec, ils ont tous ce truc là de faire des descriptions de femmes là qui sont incroyables. Bon, déjà, bien sûr, ok, ça on va dire peut-être que c'est sexiste ou je sais pas, en tout cas, parce que c'est des femmes fabuleuses, à la beauté incroyable, renversante, etc. Mais à chaque fois qu'ils la décrivent, en fait, ça marche. On s'imagine cette beauté infinie, là, et on s'imagine tomber justement à la renverse en, en jetant un regard sur elle. Et déjà, ça, c'est une partie du truc qui emporte dans le bouquin. Et encore une fois, c'est tellement bien écrit que on est pris dans les aventures de euh, Tom Holland, là c'est le mec qui se retrouve dans le futur, là, et de Margot, et de son frère qui lui a un projet à une échelle justement que lui confère l'immortalité. Et finalement, c'est le genre de bouquin, ça fait 252 pages. Comme je dis toujours, c'est typiquement le livre si vous mettez dans votre canapé le soir à 9 h par exemple, à minuit et demi, c'est fini quoi. Vous le lisez d'une traite, c'est bon. C'est une vraie friandise, un bonbon, de la SF qui fait du bien. Ou sinon, si vous n'avez pas le temps de faire 3 heures de lecture d'un coup, bah, moi ce que j'ai fait, j'ai lu genre 1 h 30 hier, peut-être 1 h 30 ou 2 heures aujourd'hui, je sais pas, et voilà, c'était fini. Mais à la fin, j'étais quand même en sens, ça marche, il y a du suspense, je me dis comment ça va finir. Et moi, c'est tout à fait le genre de petit bouquin des années 30 que je kiffe. Alors je sais bien que là, dit comme ça, même en m'entendant, ça donnait pas trop envie. Mais, bah, croyez-moi sur parole. En fait, le truc, c'est ce que j'ai, en lisant en même temps, je me regardais lire, quoi, et je m'analysais par rapport aux sentiments que ça suscitait en moi. Il y a le côté aventureux, bien sûr. Il y a le côté juste cool de euh, cette anticipation, quoi, d'un futur possible, avec ses prouesses scientifiques imaginaires, là. Et il y a ces fameux personnages féminins là, qui rendent fou. Et bah, ça m'a ramené à l'époque de ma jeunesse où je lisais ce genre de bouquins et je trouve que ça marche toujours en fait. Ça marche toujours.
Alors je vous avoue que c'est vrai que la première partie, je m'attendais pas à ce qu'elle soit auto-contenue en fait, et qu'après il y a un hiatus de 500 ans. Mais finalement, justement, par rapport à l'évolution des caractères, des personnages, c'est pas mal fait en fait. C'est pas mal du tout. Bon voilà en fait, 20 minutes. Si je vous en dis trop, ça sera plus à rien de le lire. Ouais. Je me rends compte que je l'ai pas bien vendu. Faut que j'arrête de faire des podcasts à 3 heures du mat. Mais bah, pour une fois, croyez-moi sur parole. Je me demande si, avec tous ces podcasts-là dont je vous parle, du Sons of Wonder et de la SF des années 30, est-ce que j'en ai converti un seul d'entre vous à essayer de lire ce genre de bouquin? En tout cas, moi, après tout ce temps, ça marche encore sur moi. Je crois que j'en lirai jusqu'à ma mort. C'est peut-être le meilleur slogan, hein. Sons of Wonder, vous en lirez jusque dans la tombe. Et peut-être que vous en ressortirez encore pour en relire. Bon, je vous casse pas plus la tête. Lisez La Flamme Noire, c'est facile à trouver. C'est une collection que vous trouvez pas en magasin, là, genre à la Fnac et tout ça, mais que vous trouvez facilement en bouquinerie, en solderie, parce que il y en a eu des milliers et des milliers d'exemplaires. Et sinon, sur internet, ça vaut rien, c'est pas plus de 5 euros. En tout cas, faites-vous plaisir si vous tombez dessus, lisez-le. Lisez La Flamme Noire de Stanley G. Wenbaum. Ça fait presque 100 ans que c'est sorti. Ça marche toujours. Salut mon genre de livre.